Bonjour à tous. Aujourd'hui, je pourrais vous faire la liste du bilan du gouvernement libéral. Ce serait long, ce serait déprimant, et on est à la veille de Noël, alors je vais essayer de nous épargner ça, je vais aller à l'essentiel. Au-delà de la désastreuse gestion de la crise des délais dans la justice, au-delà de la mauvaise gestion de l'agriculture par un ministre, Pierre Paradis, qui ne devrait plus être ministre, au-delà de la mauvaise gestion de la crise au ministère des Transports, où la seule personne qui voulait faire le ménage, Robert Poetti, est constamment mis de côté au moment de changer, comme ils le font régulièrement, le ministre des Transports. Au-delà du constat d'échec que Gaétan Barrette a fait lui-même aujourd'hui sur sa propre réforme de la santé, puisqu'il doit adopter une nouvelle loi qui n'était pas prévue dans sa réforme d'origine. Au-delà de tout ça, les libéraux ont franchi cette année le point de non-retour et ont définitivement brisé le lien de confiance avec la population. Et je peux vous dire exactement le moment ou les moments où ils ont franchi ce point de non-retour. En septembre 2015, dans un communiqué, la protectrice du citoyen sonne déjà l'alarme sur les conséquences des compressions. Elle dit « Au fil des interventions que j'effectue, la protectrice a constaté que certains choix budgétaires se font au détriment des citoyens. » Le 26 février 2016, Jacques Frémont, président de la Commission des droits, écrit au ministre de l'Éducation pour dénoncer les effets des compressions dans les commissions scolaires et en particulier la situation des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation. Le mois suivant, en mars 2016, le premier ministre apprend du ministère des Finances qu'il a déjà atteint le déficit zéro et qu'il pourrait arrêter de couper. La protectrice lui dit que ça fait déjà trop mal. Le président de la Commission des droits lui dit que les élèves handicapés sont à risque. Le premier ministre sait qu'il a atteint son objectif de déficit zéro. Il dit « continuez à couper ». Après 11 mois, le ministère des Finances lui dit « Savez-vous, vous avez un surplus de 2 milliards. » Le premier ministre pourrait arrêter de couper. Les témoignages s'empilent de misère humaine aggravée par les compressions. Le premier ministre dit « continuez à couper ». Le 29 septembre 2016, dans son pire rapport en carrière, la protectrice du citoyen affirme que l'austérité fait mal. Et elle donne des exemples clairs. Cette dame handicapée qui est victime du rationnement des soins à domicile, qui choisit de dormir dans sa chaise roulante plutôt que de choisir un autre service à lui rendre. En octobre, le mois suivant, le premier ministre apprend qu'il est monté à 2,2 milliards de coupures supplémentaires à son objectif du déficit zéro. Et le premier ministre, face à ça, face à sa responsabilité envers les citoyens du Québec, n'a jamais exprimé la moindre inquiétude, le moindre remords. Il n'a jamais, lorsqu'interrogé sur ce point précis, exprimé la moindre recul sur les choses. Il n'a jamais dit « j'aurais dû faire les choses autrement, avoir su, je m'y serais pris autrement ». Non. Il assume complètement, en connaissance de cause et contre les avis pressants de la protectrice et du président de la Commission, le premier ministre a littéralement poussé des aînés québécois en situation de maltraitance. En situation de maltraitance. Et si on devait écrire la pierre tombale de ce régime libéral, on écrirait « CIJ, le gouvernement qui a provoqué sciemment la maltraitance de beaucoup d'aînés du Québec ». Le premier ministre veut tourner la page, commencer à neuf. S'il veut tourner la page, il devrait reprendre son discours d'ouverture, le premier, où il s'était engagé
à ce que les compressions n'aient aucun impact sur les citoyens et dire « je m'excuse, je vous ai trompé ». Ça a eu de l'impact sur les citoyens. Et il devrait dire ensuite, lors d'un bilan de fin de session, lorsque j'ai dit, installé ici, que oui, ça avait des impacts, mais c'était la faute des autres. Je m'excuse. C'était pas la faute des autres. Et lorsqu'il a dit finalement, oui, c'est vrai qu'il y a des impacts, mais il le faut pour avoir le déficit zéro, il doit dire, je m'excuse. J'en ai fait davantage que le déficit zéro. Pour moi, ce qu'il a fait déjà est inexcusable. Mais s'il veut commencer à penser, rétablir un lien de confiance avec les Québécois, il doit les regarder dans les yeux et leur dire « ce que j'ai fait, c'est mal. Je n'ai pas été le bon serviteur des citoyens québécois les plus démunis. » Lors des élections partielles, les Québécois ont dit aux libéraux que ce qu'ils avaient fait était inexcusable. La réponse du premier ministre, « Je vous ai sauvé. Je vous ai sauvé. » Les Québécois, dans 4 circonscriptions, ont sanctionné la politique générale du gouvernement. Sa réponse, faire un bâillon pour adopter une loi pro-pétrole, réprouvée par la totalité des municipalités du Québec, y compris dans les comtés libéraux, y compris dans les comtés où ils ont perdu des voix. De notre côté, on prépare l'avenir. On sait qu'on est au début du crépuscule de ce régime libéral. Au début du crépuscule. On compte les mois. 22. Il en reste 22. Et 22 mois, c'est trop, évidemment, pour les libéraux. C'est trop pour le dommage qu'ils peuvent encore causer. Mais on va l'utiliser à plein pour préparer une alternative de gouvernement. Et nous sommes en phase avec ce que veulent les Québécois parce qu'on est à l'écoute des Québécois et on a le leadership de transformer en proposition leurs attentes et leurs espoirs. En environnement, le Parti québécois est plus clair qu'il ne l'a été ces dernières décennies. Nous tournons le dos au pétrole. Nous voulons une politique résolument verte de transition énergétique, de sortie du pétrole. La priorité pour nous, ce n'est pas de baisser les impôts pour tous. La priorité pour nous, c'est de réinvestir dans des services de qualité, des services publics efficaces, mais à la hauteur des besoins de nos enfants et de nos patients et de nos aînés. Et oui, on veut alléger le fardeau de ceux qui en ont besoin, les familles, pour des garderies moins chères, comme dans notre temps, que les gens ne pensaient pas ne pas avoir le 3e enfant parce que ça coûtait trop cher les garderies. Dans notre temps et dans notre futur temps, cette question-là ne sera pas posée. On peut avoir notre 3e enfant parce que les garderies sont abordables. On veut faire en sorte qu'il y ait de la vraie gratuité scolaire à l'école. On veut faire en sorte, et on l'a proposé cette semaine, que les plus démunis parmi les familles qui voient arriver une hausse de 400 $ de leur facture d'alimentation l'an prochain, on puisse leur venir en aide, à elles. Pas à ceux qui gagnent 200 000 par année, à elles. C'est ça notre politique. Les Québécois nous ont dit, puis ils disent toujours ça, rassemblez-vous. Rassemblez-vous. Arrêtez de vous chicaner. Puis je l'ai dit à tous mes collègues, là, avec moi, les vieilles chicanes au PQ, c'est fini. Seulement des nouvelles chicanes. Il faut innover. Mais les Québécois veulent que leurs politiciens et leurs hommes et leurs femmes politiques se rassemblent. Alors, on l'a fait dans la course au leadership. D'abord, j'ai rassemblé autour de moi. J'ai commencé à 8 % et j'ai fini avec une victoire. C'est déjà un bon élan de rassemblement. Puis je me suis dit, on va continuer sur cet élan. Et donc, les candidats avec lesquels on avait débattu sur des sujets importants, on dit la première chose à faire, c'est qu'il faut se rassembler. Et on l'a fait. Alors, on a dit la question la plus compliquée, c'est la question de l'identité. Est-ce qu'on peut prendre quelques semaines pour se rassembler et être unanime sur l'identité? Nous l'avons fait dans l'aile parlementaire. On dit, mais il faut rassembler les forces de progrès. Québec solidaire est certainement une force de progrès. Est-ce qu'on pourrait les convaincre d'ouvrir un dialogue avec nous?
Nous avons réussi. Pour la première fois en 10 ans d'existence, QS accepte de dialoguer avec nous. Et ensuite, on s'est dit que ce serait une bonne idée de rassembler dans la boîte de scrutin, dans les 4 partiels. Le score, c'est que 2 partis ont eu une stabilité dans leur proportion de vote, la CAQ et QS. Un parti a chuté de 9 points, les libéraux, et un seul parti a augmenté, le Parti québécois, de 6 points. Alors, on a rassemblé aussi dans l'urne, là où ça compte. Et donc, on termine cette session en se disant, on est en phase, on est clair, on a un cap, on a pris des décisions, on est unis, et notre discours commence à porter. Et il va continuer à porter en 2017 et en 2018 et à nous porter au gouvernement, un gouvernement à la hauteur des ambitions, des espoirs des Québécois, et donc un gouvernement qui serait le contraire de celui-ci. Je vous remercie. Pascal va dire quelques mots. Merci, chers collègues, pour le soutien tout au long de cette session parlementaire. Peut-être indiquer que les parlementaires de l'opposition officielle font leur travail avec beaucoup de cœur. Ils sont là pour inspirer. Et aujourd'hui, on réalise qu'on se fait imposer. Et c'est le cas d'un bâillon. C'est comme ça que se termine la session parlementaire. Et à l'image de cette session parlementaire, d'abord, maigre bilan. Peu de projets de loi adoptés, peu de projets de loi déposés, des projets de loi qui ont été annoncés qui n'ont jamais été déposés. On ne siège pas beaucoup au Salon Bleu. Ça ressemble à une fin de régime. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les sanctionner maintenant. Il reste encore 2 ans. Alors, pour les 2 prochaines années, on va continuer d'inspirer avec des propositions originales, avec un projet de loi, des projets de loi des députés. Je pense entre autres à ce projet de la députée d'Hochelaga-Maisonneuve qui a été repris dans un projet de loi du ministre de la Santé. Faire des propositions originales, mais aussi jouer le rôle d'opposition officielle. Et on va le jouer aujourd'hui comme on l'a fait tout au long de la session. Et lorsqu'on se fait entendre à l'Assemblée nationale, que ce soit en commission parlementaire ou au Salon Bleu à la période des questions, c'est pas seulement l'opposition qui parle. C'est la population qui se tourne vers nous pour poser les questions essentielles, les questions qu'elle aimerait poser au gouvernement libéral. Et si ce gouvernement est toujours en place, c'est sur la base de ses résultats de 2014, non pas sur l'appui populaire qu'on retrouve maintenant sur le territoire du Québec. Et en ce sens, je suis fier de l'aile parlementaire où tous les députés ont été mis en contribution avec leur talent, avec leur passion, dans leur champ d'expertise, en collaboration constante, avec une grande fraternité. Et cette union de ce groupe parlementaire qui fait front commun, on le doit beaucoup à toi, Jean-François, à ce leadership. Et nous sommes tous derrière toi. Nous sommes 30 présentement, mais il y a encore de l'espace. Et on souhaite que bientôt, le plus tôt possible, on soit encore plus nombreux pour qu'on soit une force de changement. Et à travers notre action, vous avez vu la rigueur, vous avez vu un ton également, un ton positif. Je pense que les Québécois ont apprécié le ton de notre chef, des questions sérieuses qui importent les Québécois. Alors, je termine en disant qu'on pourrait faire ce bilan demain matin très tôt. On le fait maintenant. Le résultat est prévisible. Le gouvernement libéral exerce sa majorité pour imposer, pour contraindre, pour imposer un biais idéologique à ces projets de loi. Et ça donne quoi? Ça donne un bâillon ce soir où les valeureux députés de l'opposition vont faire leur travail jusqu'au bout parce que c'est important et parce que les gens qu'on représente sont importants.